Deuxième partie de cet objectif Maison-Blanche. Alors David Benaïm, vous êtes avec nous, grand spécialiste également des États-Unis. Alors on vient de parler du discrédit face à ce système électoral, en tout cas rejeté par une bonne partie des électeurs républicains. Mais comment imaginer les prochaines élections qui seront sans doute un cauchemar face à une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui? Vous savez, Donald Trump a entamé ce mardi son 61e recours pour changer le résultat de l'élection qui est désormais acquise. Si les bulletins des grands électeurs qui seront dépouillés le 6 janvier au Congrès correspondent aux résultats annoncés hier soir. 61 recours pour dénoncer une fraude électorale de masse, des manipulations dans les machines à voter, des bulletins mis à l'écart, des théories de conspiration, aucun n'a tenu. Toute cette énergie dépensée à délégitimer cette élection présidentielle a un résultat implacable si l'on en croit le dernier sondage réalisé par Fox News. Pour 56% des électeurs interrogés, le fait que Trump conteste le résultat de l'élection affaiblit grandement la démocratie américaine. Mais pire encore, pour soit 77% des électeurs de Trump, cette élection a été volée au président sortant. Regardez, même des démocrates et des indépendants pensent que l'élection n'est pas légitime. La méfiance, elle est bien présente et c'est l'énorme succès de Donald Trump dans cette posture de l'élection truquée. Il ne faut pas oublier que, du point de vue démocratique, ce scrutin, c'était le grand réveil national. Jamais les Américains n'ont autant exprimé leur suffrage. 67% de participation, ça semble peu pour les Européens, mais pour les Américains, c'est un rebond énorme. Après l'an 2000 et la débâcle Bush contre Gore avec des machines à voter défectueuses, l'État avait investi des millions de dollars pour réformer son système. Aujourd'hui, en Floride, vous avez pu le constater lors de notre nuit électorale, c'est l'un des premiers États à annoncer son résultat et de manière très fiable. Pour éviter les contestations, le doute chez les électeurs, les gouverneurs vont devoir prendre des mesures drastiques pour doubler de vigilance sur le dépouillement des bulletins, garder toujours une trace papier, voter des lois claires sur le vote en avance et par correspondance, simplifier un modèle qui est aussi archaïque que ce vote des grands électeurs. Mais David, même pendant les primaires démocrates, Stéphane, le système montrait déjà des failles. Des semaines avant d'avoir des résultats en Pennsylvanie, une nuit électorale chaotique en Iowa, c'est tout le système qui est à réformer. Et les Américains n'ont pas confiance en leurs primaires. Ils doutent maintenant de leur élection générale. La prochaine élection, c'est en Géorgie, vous en avez parlé. Ça sera très serré. Il va y avoir comptage et recomptage. Sauf que ces élections ne mobilisent quasiment jamais. Tant que le Trumpisme dominera la droite américaine, la méfiance perdurera. Oui, mais alors justement, quelles sont les cartes en fait que Donald Trump a encore dans sa manche pour continuer à semer ce chaos? D'abord, il a encore un énorme capital perturbateur ou transformateur, c'est selon, sur les 36 jours qui lui restent. Il a déjà des succès qui sont très peu reconnus à l'international, mais qui ont certains relais à l'intérieur du pays. On ne retient que l'échec de la gestion de la pandémie avec les 300 000 morts. Mais depuis hier et les premières vaccinations, à peine 9 mois après le gros de la crise, c'est au crédit de la pression que Trump et son administration ont mis sur les laboratoires et les milliards investis pour que tout se passe au plus vite. Également son influence à l'international avec les accords de normalisation entre Israël, les pays arabes et le dernier étant le Maroc. Le prochain pourrait être, avant le 20 janvier, l'Arabie Saoudite. Il rejoue les cartes de la diplomatie mondiale et pose des bases qui seront difficiles à remodeler après son départ. Il aura marqué sur ce plan-là, même si sa personnalité clivante fait que le monde ne lui reconnaît pas ses accomplissements. Sa plus grande carte à jouer, c'est la pérennité de son passage à la Maison-Blanche, mais sa posture du perdant qui ne veut pas l'entendre, sa philosophie de ne jamais s'avouer vaincu et d'accuser l'autre de triche et de fraude, on en avait déjà parlé, c'est l'antithèse de ce que l'Amérique a toujours connu. Lui, il peut s'en sortir, mais il a entraîné avec lui de nombreux cadres du parti, 126 élus la semaine dernière qui ont voulu aller jusqu'à la Cour suprême et qui ont reçu la plus grande claque du refus de toutes ces démarches pour changer le résultat de l'élection. D'ailleurs, il se succède depuis ce matin, même avec Mitch McConnell, qui a enfin reconnu la victoire de Biden. Ouais. Comme un air de changement de règne, un camion de déménagement a même été repéré ce matin à la Maison-Blanche. Il y a enfin un indicateur, Stéphane, qui est intéressant. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est de notre temps. Trump a perdu 400 000 followers depuis le jour de l'élection. Il en a toujours... Il en avait 80 millions. Hein. C'est énorme. 88 millions, c'est énorme. Mais en tout cas, il perd de son influence. Oui. Mais il laisse le Parti républicain, on l'a déjà dit, dans un état de fracture tout à fait béante et profonde. Et difficile de voir quel avenir il pourra emprunter.
Bizarrement, alors oui, il y a un état de fracture absolument incroyable, mais il laisse quand même le parti renforcé sur de nombreux points. Il y a une majorité de 6 contre 3 à la Cour suprême qui va influencer le pays pendant des décennies. Les législatures par État sont largement à majorité républicaine. Ils vont pouvoir redessiner les cartes électorales de manière partisane pendant au moins 10 ans. Mais surtout, le parti républicain, c'est désormais le parti de Trump. Aux États-Unis, vous savez ce que c'est que le GOP, le Grand Old Party, ça veut dire le magnifique vieux parti. Ce vieux parti, il a pris un coup depuis 2015 avec les 17 candidats qui détestaient plus les uns que les autres Donald Trump, le traitaient de tous les noms, jusqu'à son élection et 4 ans au pouvoir pour Trump, qui a fait un coup total dans ce pays. Et ce coup, il a une seule raison, ce sont ses électeurs. La fidélité de la base électorale du milliardaire, leur dévotion à la limite du culte. Je vous rappelle quand même, Stéphane, que c'est Trump lui-même qui disait « Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et je ne perdrai pas d'électeurs ». Et il avait raison. Le Times de Seattle a d'ailleurs très bien illustré la situation des Républicains. L'éléphant qui représente le parti est attaché à un boulet énorme. On va vous montrer l'image. Le boulet Trump qui pourrait bien l'emporter dans sa chute. Ce qui circule de plus en plus depuis 24 heures, c'est le slogan Trump 2024. Mais la question, c'est quel Trump? Si le parti au sommet n'est pas devenu trumpiste, les électeurs, eux, lui resteront très fidèles. Et comme après la défaite du père Bush et par Bill Clinton en 92, ça pourrait être un des héritiers qui pourrait prendre le flambeau. Héritier ou héritière, Ivanka 2024, ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Une seule condition, bien sûr, que le père cède la place. Oui, parce qu'on parle d'Ivanka. Merci David, on parle d'Ivanka comme future candidate peut-être au Sénat en Floride. Ouais. Une question pour vous, David Benaïm, une question à $1000. Quel est l'intérêt de Donald Trump? Est-ce que c'est d'assister en fait à la cérémonie d'investiture du président Biden, comme ça a été le cas dans toute l'histoire démocratique américaine, et finalement faire sa propre publicité, ou en être absent? C'est quoi votre pronostic? Cette cérémonie, elle est plus récente que ce qu'on croit, elle date du début du XXe siècle, mais c'est vrai que cette posture-là, je vous rappelais déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est la posture de la personne qui ne veut absolument pas se montrer dans le cadre du perdant. Je ne pense pas qu'il aille ce jour-là à l'investiture. C'est mon pronostic, si on peut. Je pense qu'il n'ira pas, d'abord parce qu'il a vraiment envie de marquer l'histoire, il a toujours eu envie de marquer l'histoire, et parce qu'il se met dans cette posture de la personne à qui on a volé l'élection, donc ça serait une reconnaissance implicite, et je pense qu'il n'ira pas ce jour-là. Donc peut-être qu'il enverra un représentant. En tout cas, je pense pas. Alors l'autre option est de dire peut-être qu'il annoncerait d'une manière ou d'une autre avoir déjà sa candidature à l'élection de 2024 pour profiter de cette journée et voler la publicité à Joe Biden. Vous y croyez à ça? Ça va même plus loin. Ce qui se discute dans les coulisses à Washington, c'est qu'il serait prêt à créer un meeting de campagne le même jour, le 20 janvier, pendant l'investiture de Joe Biden, pour contrer justement cette investiture. Et ça donnerait un effet sur les chaînes Tout Info. C'est une certitude. On aurait d'un côté l'image du président qui prête serment, et de l'autre côté le meeting de campagne de Donald Trump pour 2024. Ça serait un vrai gros coup de la part de Donald Trump de faire ça, en effet. Comment, en vue des États-Unis, justement, est perçu ces semaines de transition, mais alors là, du point de vue démocrate, et la manière dont il a nommé justement ce cabinet en termes d'efficacité? Vous savez, Stéphane, on parle beaucoup de Donald Trump, mais je peux vous garantir qu'à la télé américaine, ils ont en l'occurrence vraiment levé le pied par rapport à la couverture de Trump au quotidien, ses tweets, ses interventions en direct, de peur de justement l'interrompre parce qu'il dévoilerait une fake news. Même hier, lors de l'inoculation du premier vaccin, c'est sur le gouverneur Cuomo que tous les projecteurs ont été mis. Donc il y a quand même eu vraiment une levée de pied sur la couverture à fond de Donald Trump à tout va. L'administration Biden, qui va être donc rentrée au pouvoir le 20 janvier, est très bien vue par les médias comme CNN, MSNBC et les grands médias nationaux. Par contre, forcément, sur Fox News et les toutes petites nouvelles qu'on classifie plus à l'extrême droite comme Newsmax et One America News, celles-ci, bien sûr, dénoncent, sans dénoncer de manière flagrante la diversité, la féminisation des cabinets, l'entourage de Joe Biden, qui est beaucoup moins blanc et beaucoup moins âgé que ce qu'on a pu voir pendant 4 ans. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est très intéressant, et quand on fait un petit parallèle avec l'histoire, on se retrouve avec donc un président qui a fait un seul terme,
qui n'est pas tellement aimé, qui a vraiment vraiment perdu son élection. Retourner pour les plus anciens ou pour ceux qui sont un petit peu férus d'histoire, en 1979-80, défaite de Carter face à Ronald Reagan avec les otages en Iran. Et le jour de l'élection, le jour de l'investiture de Ronald Reagan, les otages sont libérés. Quelque part, cette arrivée du vaccin après l'élection qui va être totalement au crédit de Joe Biden, qui va être la personne qui va permettre à tous les Américains d'inoculer le vaccin au plus grand nombre, c'est quelque part cette libération des otages. On retiendra la gestion de la crise de Donald Trump et les plus de 300 000 morts sur cette année 2020, et on retiendra que Joe Biden, c'est celui qui aura permis finalement d'inoculer ce vaccin au plus grand nombre. Et c'est quelque part au crédit de Joe Biden, mais comme vous le dites si bien, Stéphane, ça devrait vraiment être au crédit de Donald Trump, qui a vraiment fait pression sur les laboratoires et puis qui a vraiment voulu déployer de manière militaire cette inoculation du vaccin. En un mot, parce qu'on arrive déjà au bout de cette émission, mais vraiment en un mot, est-ce que le plus dur est passé, Serge Hersek? Est-ce que le calme va revenir, ou bien il ne faut pas y croire un instant? Alors, le plus dur est passé, nous verrons dans quelques jours. Je pense que le vrai challenge aujourd'hui pour Joe Biden, c'est d'être le président de tous les Américains, comme il l'affirme. Et là, il y a du boulot. David, en un mot, encore une grosse boule puante à attendre d'ici le mois de janvier? Je pense que l'Amérique et la gestion de la politique américaine s'est transformée pour toujours et qu'on aura toujours ces fameux écrans divisés comme on les a en ce moment, avec le clivage des uns et des autres, et que le Trumpisme, parce que c'est ça en fait, c'est ce que Fox News avait créé avec Roger Ailes dans les années 90 et qui a continué dans les années 2000, ça va rester pour toujours malheureusement. Kirsten Maher. Oui, malheureusement, c'est très triste, mais je suis d'accord avec David, le pire n'est pas passé. Serge Jaumain, oui, décidément pas beaucoup d'optimisme. Je pense qu'effectivement, le plus dur est passé pour la période actuelle, jusqu'au 20 janvier, mais on entre dans une nouvelle période et les 4 années risquent d'être fort difficiles. Et on aura l'occasion, bien entendu, d'en parler en long et en large. Merci en tout cas d'avoir assisté et d'avoir participé à cet objectif Maison Blanche. L'information continue sur LN24. À très bientôt.